Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Bonjour à tous, ici Étienne Crevier à l'animation pour cet épisode bien spécial de Dans le garage, présenté par Startup Montréal. Qu'est-ce que c'est les dérangeants? C'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs du Québec. On est accompagné de Marie-Claude Souquette, de Louis-François Marcotte, d'une Anne Martel, Dominique Gagnon. Et cette semaine, j'ai retenu avec moi Carlo Coccaro, notre étalon italien, comme j'aime l'appeler. Salut mon cher Étienne, ça va? Salut, ça va bien toi? Yeah. Et on a avec nous le directeur général de Startup Montréal, Richard Chénier. Et j'ai le droit à des Ah oui, t'es le seul de la saison qui a eu. C'est super content d'être avec vous. J'adore votre saison d'ailleurs. Bravo les gars. Ah, merci, en fait. Bravo à tous les autres aussi. Mais Non, juste nous autres. Prends. On va le prendre. Ils ne sont pas là. Les absents toujours tard. T'es un auditeur assidu, je pense. Oui, tout à fait. Écoute, on va le prendre pendant que ça passe. Le concept de l'épisode aujourd'hui, en fait, c'est qu'on revient sur un événement emblématique qui a eu lieu le 6 octobre dernier au Monastère à Montréal, qui était la grande messe de Startup Montréal. En fait, c'est un événement où est-ce que des acteurs de l'industrie, 500 personnes, se sont réunis. Il y avait 80 startups là-dedans. Il y avait des incubateurs, des accélérateurs, des investisseurs ou juste des curieux du grand public qui voulaient voir les nouvelles tendances, qui revenaient, en fait, qui se mettaient ensemble, qui s'aggloméraient pour voir qu'est-ce qui s'en venait. Dans ces 80 startups-là, les gens pouvaient venir pitcher et pouvaient avoir aussi un kiosque pour se faire connaître. Et dans les pitchs, on en a vu à peu près, Carlo, une soixantaine. À peu près, oui, c'est une par minute. Ouais. Les dérangeants étaient juges, les dragons de la soirée, et également, on a eu la chance de couvrir médiatiquement l'événement. Et donc, on revient sur cet événement-là. On va écouter les pitchs de nos startups. On a remis 8 bénédictions. Et aujourd'hui, on écoute 6 pitchs d'entre elles, des pitchs de 1 minute. Et on va s'amuser à les commenter, les bons coups, les moins bons coups, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Mais comme on disait en préparation, Richard, c'est des startups qui sont vraiment en validation de modèle d'affaires. Là. Tout à fait. J'aimerais ça demander à Richard, parce que moi, l'écosystème, c'est un peu flou pour moi. Là. Ouais. Startup Montréal, vous faites quoi? En fait, Startup Montréal est en pleine transformation. En fait, le travail qu'on fait actuellement et le mandat qu'on a, c'est de positionner le Québec parmi les références mondiales en matière de création et de développement de startups technologiques qui ont des potentiels d'exportation et bien entendu, des startups responsables, idéalement aussi, qui ont un impact sur le développement durable. Comment vous faites ça? En fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on redéfinit complètement notre offre de service. On a de très bons incubateurs accélérateurs au Québec. Maintenant, il faut bonifier notre offre de service pour aller encore plus loin. On a des défis collectifs comme société quand on se compare à ce qui se fait en Ontario, par exemple. Ce qui est plus proche de chez nous. Oui, plus proche de chez nous. En Colombie-Britannique, on a 3 défis principaux. Le premier défi, c'est on ne crée pas assez d'entreprises par rapport à notre poids de population. Fait qu'on a vraiment un travail à faire au Québec au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, on est content d'avoir des entrepreneurs, on aime nos entrepreneurs, mais il faut en créer plus si on veut rester concurrentiel. La deuxième des choses, par rapport à nos entrepreneurs technologiques, ils ne vont pas assez à l'international assez rapidement. C'est quand on développe de la technologie exportable, le terrain de jeu, c'est pas le Québec, le terrain de jeu, c'est la planète. Ben oui. Et quand on se compare à ce qui se fait, par exemple, en Ontario, en Alberta ou en Colombie-Britannique, les startups qui commencent à avoir un peu de succès, un peu de traction, mais ils vont aller directement sur les marchés internationaux. En Europe, c'est encore plus frappant. Mais au Québec, on a tendance à rester dans notre terreau local. Ça a des gros avantages parce que la langue, la culture, etc., il y a une proximité. Par contre, par rapport à nos concurrents à l'international, mais nos entreprises ne se développent pas assez vite. Là, il y a des choses qu'il faut changer au Québec par rapport à nos entrepreneurs technologiques. C'est pas qu'on manque de talent, c'est pas que nos entrepreneurs ne sont pas bons, mais il faut changer la recette si on veut être concurrentiel parce que quand on regarde ce qui se fait à l'extérieur, mais il y a des choses à apprendre, il y a des choses il y a des choses à changer pour faire en sorte qu'on puisse tirer notre épingle. Le troisième défi, c'est quoi? Le troisième défi, c'est la complexité du système. Ça, je l'ai vécu moi, beaucoup avec Biogénique. Là. On tombait dans du medical device, on était technologique, on était exportatrice. Tu n'as pas un concierge pour t'aider là-dedans. Là. C'est tous des guichets d'accès qui sont uniques. Puis sur un conseil d'administration pour une entreprise en ce moment, puis elle le voit, là, son compétiteur vient de recevoir 8 millions du gouvernement hollandais pour comme l'aider. Puis, parce que c'est vraiment la croissance. Puis il n'y a pas ce genre d'enveloppe-là. Elle est là, mais comme toujours très lente, longue. Mais il y a beaucoup de processus. Puis le fait que les programmes sont morcelés,
fait en sorte que le système, des fois, il n'est plus au service de nos entrepreneurs qui ont des forts potentiels, mais les entrepreneurs au service de ces programmes-là, avec leurs différents requis, leurs différentes contraintes. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faut changer dans les prochaines années, c'est de dire, mais si on veut un écosystème entrepreneurial dynamique, fort, performant, mais il faut qu'on commence à mettre le système au service de nos entrepreneurs qui ont des potentiels de croissance, d'exportation, de création de valeur, et plutôt l'inverse. Ouais. Moi, quand j'entends un entrepreneur qui est obligé de bifurquer un peu son plan de match pour se qualifier dans un programme, pour moi, c'est problématique. Oui. Ça veut dire qu'il est au service du système, on n'est plus au service de l'entrepreneur. Moi, ça me parle ce que tu dis, Richard, parce que j'ai souvent réfréné mes énergies à aller dans des programmes d'aide comme ça, parce que je le vois comme une immense dépense en temps puis en argent, en main-d'œuvre, en temps investi pour aller chercher du soutien. Des fois, je me dis, ça va être trop compliqué, je préfère faire mes affaires moi-même. Mais la réalité, c'est que je suis beaucoup plus là comme ça. Là. Mais il y a des entreprises que s'il n'y avait pas ces programmes-là, ils ne pourraient même pas se lancer. Tu sais, toi, au moins, tu as la chance d'avoir un chiffre d'affaires qui rentre, puis du bonus. Tu sais. Bien, c'est un mix des deux, moi, je pense, parce qu'effectivement, tu sais, ce qu'on veut éviter, c'est de créer des entreprises qui sont dépendantes des programmes publics pour avancer. Ouais. Ça, c'est la pire des choses. Puis des fois, on ne met pas assez de l'avant auprès de nos entrepreneurs les ventes. La meilleure façon de financer une entreprise, ça demeure les ventes. Et non... Les entreprises dépendantes des subventions, ça donnerait quoi? Ah, l'industrie du jeu vidéo, excusez. moi, je n'irai pas là, je ne ferai pas de commentaire du genre Étienne. Mais si on veut que nos entreprises compétitionnent, les entreprises ontariennes, américaines, etc., il faut qu'ils se mettent dans un mode de conquête de marché. Ouais. Donc, c'est le marché qui va faire la différence. Puis Richard, c'était ton premier événement comme directeur général de Startup Montréal, la Grande Messe qui a eu lieu. Dis-nous pourquoi c'est un incontournable comme événement. C'est un incontournable comme événement parce que ça nous permet de prendre le pouls de qu'est-ce qui est émergent actuellement, qu'est-ce qui a du potentiel, de faire en sorte que ces gens-là soient en contact avec le grand public, d'autres entrepreneurs. C'est comme un peu... de leur coquille aussi. Exactement. Souvent, c'est des inconnus. Puis un entrepreneur, quand il commence, il a besoin de se faire connaître. Moi, je rêve, en fait, justement, que d'un moment où est-ce qu'il n'y aurait pas de subvention, puis ça serait vraiment un chèque, on achète des ventes, par exemple. Je prépaye 1 an de la solution au nom du Fonds de solidarité, au nom de QGDA, pour que, justement, la start-up, on lui donne un client. C'est pas juste un chèque de subvention. Puis, en fait, particularité de la Grande Messe, pour dire, c'était dans un monastère qui était une ancienne église, l'église Saint-Jacques, qui est devenue une salle de spectacle, on pourrait dire ça, une salle de rencontre. Et en fait, les pitchs étaient faits de manière de confessionnal. Donc, les startups étaient cachées. On les voyait pas. Là. On les voyait pas. On entendait, il y avait un micro. Puis pourquoi faire ça de cette manière-là? Ben, exploiter la thématique. Marketing! À fond. Donc, fait qu'il y a une première raison de marketing. En même temps, c'est un défi de communication aussi, assez important. Oui. Moi, j'aime beaucoup quand je rencontre des entrepreneurs, en 30 secondes, qu'est-ce que tu fais? OK. L'elevator pitch, la capacité de bien verbaliser, c'est quoi la problématique qui cherche à régler, c'est quoi la solution, c'est quoi le potentiel de marché, d'être capable de le dire en peu de mots, sans avoir de jugement sur l'impression de la personne. Même sans présentation PowerPoint derrière. Exactement. Puis c'est ça la vraie vie. On ne sait pas qui on rencontre dans la vie de tous les jours. Puis le fait d'être capable de rapidement expliquer son idée, de faire véhiculer son projet, puis de mettre le maximum de personnes autour, mais on ne sait jamais sur qui on va tomber, puis qui va avoir un effet de levier, qui va être l'effet déclencheur, qui va permettre à l'entreprise de grandir. C'est un exercice. C'est dur de faire simple. Oui. C'est très, très dur. Puis moi, ça m'a pris des années à avoir un discours simple. J'ai tendance à parler pendant 5 minutes pour dire quelque chose qui devrait prendre 30 secondes. Mais faire un pitch comme ça, c'est ça qui est difficile. Tout à fait. Simplifier puis d'être ultra pertinent dans chacun des mots. Puis toi, Carlo, qui adore faire des 5 à 7, des événements le soir et le networker par excellence, comment tu as trouvé l'événement? J'ai haï les 5 à 7. J'ai adoré l'événement. Moi, j'en fais pas beaucoup là, d'événements. Puis de côtoyer d'autres entrepreneurs, il n'y a rien de plus énergisant. C'est pour ça que je suis impliqué dans les dérangeants depuis le début aussi. C'est comme une dose d'énergie à chaque fois. Puis cet événement-là m'a amené à découvrir quelques startups, dont une qu'on va voir aujourd'hui. J'ai acheté les produits d'une autre aussi, un déodorant écologique que j'utilise à tous les jours. Vole pas le punch, là. Non, il n'était pas dans le final. Okay. Il n'est pas venu faire son pitch. Mais il y a un dynamisme. Il y a un côté très spectacle rock dans ces événements-là. Oui, tout à fait. Qui est très, très cool. Moi, j'aimerais ça que vous sortiez aussi de Montréal, parce que moi, je suis à Laval, ça me prend 1 heure à aller à Montréal, ça me dérange tout le temps. Faites-en des événements à Laval, sur la Rive-Sud, à Saint-Jérôme.
il y a des noyaux de wannabe entrepreneurs et d'entreprises qui sont peut-être un peu plus locales, mais qui sont extraordinaires, qui peuvent aussi chapeauter les entreprises. Il y a quelque chose de... Ça serait le fun que l'écosystème rayonne encore plus qu'à Montréal aussi. Donc, pour ceux qui nous écoutent juste en audio, en fait, je vois Richard avec sa face de faire comme Il y a une grosse nouvelle qui s'en vient. Le poker face n'était pas au rendez-vous, là. Mais donc, on va se faire plaisir à l'instant. On commence avec les premiers pitchs. Comme on disait, c'est des pitchs de 1 minute qui étaient vraiment en confessionnal caché. Et donc, on va pouvoir les apprécier. On en a 6 à écouter et on va pouvoir les commenter. On commence avec Ethical Warm. Au Québec, c'est l'équivalent d'un immeuble de 18 étages de vêtements qui est jeté annuellement. Considérant qu'on recycle moins de 40 de notre textile, la solution est de créer des produits qui ne deviendront jamais des déchets et qui sont designés pour durer. Je me présente Alexandra, fondatrice d'Ethically Warm, et mon équipe a plus de 30 ans d'expérience dans le manteau d'hiver. Ensemble, nous avons conçu une parka qui est à la fois écologique, végane et même biodégradable en fin de vie. Comment? En mettant de l'avant les plus récentes technologies textiles à base de plantes. Nous avons maintenant livré toutes nos unités commandées en sociofinancement, avons une boutique en ligne ainsi qu'un inventaire. Vous pouvez maintenant voir plus d'une centaine de personnes portant fièrement notre petit narval. Et si vous croyez que c'est trop beau pour être vrai, je vous invite à notre boutique sur la rue Wellington en octobre et en novembre. Au plaisir de vous y voir. Super intéressant. Donc, je serais curieux d'avoir vos impressions. Moi, je retiens sociofinancement, boutique en ligne, ils ont des ventes. Fait que ça, c'est comme... Sociofinancement, c'est le fun parce que c'est comme des pré-ventes. Ça donne un intérêt de marché. Bravo, bravo. Moi, je connais rien à la mode, mais je vois ça comme une grosse montagne à franchir. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont développé une technologie. Ils ont ils ont créé un nouveau processus pour créer des manteaux, je veux dire, écologiques, là, au sens très large du terme. Ça vaut peut-être des millions en licence pour des gros producteurs actuels. Donc, je ne sais pas si la branche de vendre leur propre manteau est la meilleure. Peut-être que oui, mais peut-être que c'est le processus qui va être leur clé de voûte. Moi, ce que j'ai aimé, son pitch très clair. Elle a réussi à avoir beaucoup d'informations en peu de temps avec un actionable. Venez nous voir. On est vraiment... Son positionnement est vraiment très niche, c'est-à-dire des éco-responsables, économie durable. Puis, j'aime l'économie, j'aime le marché où est-ce qu'on a des Canucks, on a des Canada Goose. Tu sais, c'est québécois, ça. C'est notre fierté. Fait que je suis content qu'on ait embrassé le mouvement vegan ou à base de plantes pour ce genre de manteau-là, puis que ce ne soit pas la Suède ou la Norvège qui l'a fait. Richard, as-tu aimé, toi? Moi, j'ai adoré son pitch. Toutes les informations étaient là. Puis moi, j'aime beaucoup les pitchs qui commencent avec une statistique d'impact. Ah oui, hein? Et elle, tout de suite en partant, c'est l'équivalent d'un building de 18 étages. Qu'on jette. Qu'on jette. Fait que pour moi, ça me parle beaucoup parce que ça vient m'interpeller, de dire « Oh mon Dieu, c'est massif Ouais. ». Et la solution qui venait après était tout à fait cohérente par rapport à l'impact que peut avoir son entreprise. Là où je l'améliorerais, ce serait peut-être, c'est sûr, son ton. Je pense qu'un petit peu gêné, elle lisait un texte. Fait que je pense que si elle le répète 150, 200 fois, ça va être vraiment plus naturel. Moi, je le trouvais assez bon. Je le trouvais assez naturel quand même. C'était le coup de cœur de Anne Martel. Oh. Et donc, on enchaîne tout de suite avec le deuxième pitch, qui est l'entreprise Beau, qui était en fait le coup de cœur de Noah Redler en remplacement de Marie-Claude Duquette, qui ne pouvait pas être là. Je pense qu'elle accouchait cette journée-là. On écoute ça à l'instant. Pourquoi est-ce que les restaurants servent leurs mets en salle avec des vraies vaisselles, tandis que les mets pour emporter sont servis dans des boîtes jetables? A. Parce que les mets en salle dans des boîtes en carton ont l'air cheap. B. Le coût par usage est trop cher. C. Ça génère bien trop de déchets. Mais ces mêmes arguments peuvent s'appliquer pour l'emballage des mets pour emporter. Mais avec quel emballage? Comment est-ce qu'ils vont être retournés et qui est-ce qui fait la collecte, lavage et redistribution? Réponse, Beau! Nous sommes une jeune entreprise québécoise qui offre une solution innovante pour remplacer l'emballage jetable pour les restaurants, services de traiteurs ainsi que les cafétérias. Nous proposons des produits de qualité durable munis de code QR unique suivis à la trace par notre appli et avec un service de collecte et de lavage. Depuis notre lancement, nous avons près de 100 partenaires, dont certaines grandes marques telles que les fermes Loufa, Sodexo, le groupe Cogir, Hydro-Québec, etc., etc. Et nous avons traité plus de 1,2 million d'articles réutilisables. Bienvenue au futur. Moi, je donne 10 sur 10 pour l'enthousiasme. Clairement. J'ai aimé qu'elle a mentionné ses clients, montré qu'il y a des lead customers.
honnêtement, je ne comprends toujours pas le produit. Par contre, des codes QR pour retracer, venir chercher la vaisselle, je suis comme, clairement, si ça se peut un jour, on aimerait ça. J'avoue que je finis le pitch, puis je reste sur mon appétit. Vous, messieurs? Vas-y, Richard. Ben, pour moi, un peu aussi, là, pour les mêmes raisons que toi, j'essaie de comprendre le produit puis tout son potentiel réel de marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des clients, donc il doit y avoir quelque chose qui fonctionne à l'intérieur de ça. Mais qu'est-ce qu'est l'innovation? Qu'est-ce qu'est la nouveauté à l'intérieur de ça? C'est quoi le produit qu'elle vend concrètement? Il y a besoin d'être clarifié un petit peu plus. Ça y a pris du temps. Ça nous a pris comme 20 secondes pour commencer à arriver dans de quoi on parle. Donc, il y avait un peu de ça. Puis, je pense que c'est un produit qui essaie de remplacer une alternative qui coûte tellement pas cher. Tu sais, des assiettes en papier, des assiettes en carton, ça coûte pas cher au styromousse. Ultra polluant, mais ça coûte rien. Que ces solutions-là vont avoir besoin d'incitatifs financiers, comme par exemple une taxe carbone qui va faire que le coût de l'alternative va monter. Sinon, ces produits-là vont avoir plus de difficultés. Quoique, j'aime le fait qu'elle ait des entreprises, des grandes entreprises membres, parce qu'il y a un potentiel de branding aussi avec ça et d'image de marque avec des produits comme ça. Je pense que plus elle va avoir ces clients-là, elle va pouvoir sonder son marché de niche idéal de gens qui sont prêts à payer pour ce coût supérieur-là qu'aux initiatives plus polluantes là, qui existent. Tout à fait. J'adore. À date, fait que moi, je mettrais... À date, je suis Ethically Warm en premier, Beau en deuxième, mais c'est 2 très bons pitchs. Le prochain, c'est Hint, qui était le coup de cœur de Louis-François Marcotte. On écoute ça à l'instant. Bonjour! Depuis les premières peintures préhistoriques, l'humain n'a cessé de chercher des outils pour écrire ses histoires et laisser des traces de son existence. Et maintenant, pourquoi ne pas le faire avec vos propres données? Je m'appelle Pauline Boisbouvier, je suis cofondatrice de Hint. Hint, c'est une application de rédaction personnalisée. En puisant dans vos données et documents, notre IA générative de texte vous aide à créer un contenu sur mesure et dans votre style rédactionnel. Que ce soit un pitch, un article, une infolette, un document de présentation. Nous avons déjà fait un premier test avec Mathieu Dugal, dont les données ont permis de créer une chronique en direct à la radio de Radio-Canada. Non seulement la réponse était pertinente, mais en plus, elle était rédigée avec le ton et les références de Mathieu. Si ça pique votre curiosité, que vous travaillez dans les médias, les communications ou vous créez du contenu pour vos publics, nous sommes intéressés à vous rencontrer pour mieux comprendre et répondre à vos besoins. Merci. Donc, Hint, très intéressant. Carlo, t'en penses quoi? Dans l'ère du temps, l'intelligence artificielle, tout ça, est-ce que je peux pas m'empêcher d'avoir des craintes par rapport à des outils comme ça qui... J'ai l'impression que je peux faire à peu près la même chose avec ChatGPT aujourd'hui, tu sais. Fait que ces outils-là... Mais il y a un outil de ChatGPT dans l'API qui fait ça exactement. Mais c'est ça, tu sais, puis il y en a... Je pense qu'il y a 10 nouveaux outils d'intelligence artificielle qui utilisent le moteur de ChatGPT à tous les jours, qui sont lancés, qui permettent de faire... Donc, eux, ils focusent sur le journalisme. Donc, il y a quelque chose à faire avec le journalisme. C'est un milieu en crise. Puis probablement qu'une solution comme celle-là, bien conçue, bien nichée, qui vient accompagner puis augmenter la productivité des recherchistes journalistes, a sûrement sa place. Mais la compétition est ultra féroce avec les gars. Là où est-ce que je suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'une des compagnies qui a la plus grande part de marché au monde, c'est Apple, puis ils ont 30 % des parts de marché. Fait qu'il y a de la place pour d'autres joueurs, tu sais, même si ChatGPT s'est lancé. Oui, mais en intelligence artificielle, là, c'est des ChatGPT, c'est des Microsoft, qui est le même. Puis tu as Google, Amazon, mais tu sais, c'est des giga gros joueurs, là. Ouais, ça pour moi, ça me dérangerait pas s'ils ont vraiment une niche média journaliste. J'ai vu la chronique de Mathieu Dugal qu'ils ont faite, puis c'était vraiment impressionnant. C'était vraiment, vraiment en pointe dans le ton de Mathieu Dugal. Fait que je peux dire que si ça fonctionne, après ça, je suis d'accord, ça va être de générer des flux de trésorerie assez significatifs. Oui, le bon client. Puis le bon client. Toi, Richard, t'en as pensé quoi? C'est clair que c'est dans l'air du temps, là, toute l'intelligence artificielle générative, donc plein de solutions qui vont découler de ça. Moi, si j'avais une chose à améliorer dans son pitch, c'est justement c'est son segment de marché, sa problématique, de mieux cibler puis de situer un peu son comparatif par rapport à d'autres grands joueurs, d'autres compétiteurs. Je pense que ce travail-là reste à faire, reste à démontrer, mais c'est clair qu'elle est définitivement dans l'air du temps, au bon moment, au bon temps. La vitesse, par contre, il va falloir qu'elle travaille un peu sur la vitesse pour développer son segment de marché, parce que c'est là que ça passe. Là. J'aime ça, ce qu'on voit dans les pitchs à date jusqu'à maintenant, plus un produit, là, dans ce cas-ci, son pitch aurait dû être mis sur son positionnement. Il y en a qui, il faut que j'explique ma solution, il y en a, il faut que j'explique le marché, il y en a qui, la faisabilité. Elle, c'est comment je me distingue. Exact. Il n'y a pas de one size fit all dans les pitchs. Il faut vraiment que tu trouves où est-ce que les gens accrochent, puis j'utilise mon temps là-dessus parce que l'attention part très vite. Fait que la prochaine entreprise, je crois que c'était ton coup de cœur, Carlo,
Ça s'appelle Tokidos. On écoute ça à l'instant. Gouli, gouli, gouli. C'est ce que je fais pour faire rire à mon fils. Qui d'entre vous a de jeunes enfants dans leur entourage? Et qui est tanné du temps excessif qui passe devant les écrans? Les enfants de moins de 8 ans passent en moyenne 2h30 par jour devant les écrans. Une habitude qui nuit à leur développement cognitif et social. Les parents s'inquiètent, se sentent coupables et ont très peu d'alternatives. En tant que papa, aussi frustré, j'ai décidé de fonder Tokidos, où on développe la première console de jeu sans écran, conçue aux enfants de 3 à 8 ans. C'est un produit accessible aux parents, mais surtout une expérience que les enfants adorent. On a déjà reçu plus de 115 000 $ de précommande en moins d'1 mois et sommes au point de clôturer une ronde de financement d'1 million de $ pour atteindre le marché. Merci et bonne soirée. Donc, naturellement, le papa des dérangeants fallait qu'il donne sa bénédiction à l'entreprise de jeux d'enfants. Oui, puis je suis en éducation en plus, fait que c'est clairement mon domaine. Ça, le gars, il aurait pu juste dire ça puis il aurait donné. Hein. C'est comme, on s'en fout de ce qu'il aurait Moi, je suis sorti de la pièce. Après 5 secondes, je suis sorti de la pièce, je suis allé serrer la main. Là. Mais, tu sais, il y a des fléaux en éducation. Les écrans en est un. Ils tentent de répondre à un vrai problème. La solution à trouver n'est pas facile à trouver. Je suis allé le voir à son kiosque après. J'ai vu ce qu'il faisait. Je trouvais ça très, très ingénieux, très simple, mais extrêmement efficace pour amuser les jeunes. En fait, c'est des cubes dans lesquels on peut mettre des cartes qui sont comme l'équivalent de jeux, de questionnement, puis les cubes servent de boutons réponse et ou de casse-tête et ou plein de choses. Donc, je trouve que c'est quelque chose de simple qui peut avoir plein d'utilités, mais les écrans, c'est des drogues. C'est littéralement des drogues pour enfants, adolescents et adultes. Donc, le produit doit être vraiment, vraiment, vraiment bon pour venir casser ça, puis pour faire en sorte que les jeunes aient le goût. Moi, je donnerais de l'argent là, pour investir. Cela dit, il y avait une précommande, là, je pense, qui disait. Encore là, la clé, c'est ça. Là. Vends ton produit, fais une première version, vends-le, puis fais une V2 6 mois plus tard, puis avance. Mais c'est pas quelque chose de compliqué, mais qui peut être super intéressant. Toi, Richard? Il va y avoir des bonnes nouvelles au niveau de l'investissement. Je le connais, je connais Tokidos. Donc, effectivement, il répond à un vrai besoin. Ouais. Si on regarde juste la portion pitch, problématique très claire, ça vient rejoindre beaucoup de parents. Par contre, j'améliorerais un peu la solution. Parce qu'on connaît Tokidos, parce qu'on l'a vu dans son kiosque, on sait que c'est des cubes interactifs. Une solution sans écran, c'est vague, là. Exactement. Une console de jeu sans écran, j'étais comme, je comprends pas. Exactement. Il manquait la portion interactivité, etc. Quand on le voit physiquement, ça change tout, mais dans le pitch, ça sortait beaucoup moins. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'avoue que quand je l'écoutais, je pensais beaucoup à une autre start-up qu'on a eue au Québec qui s'appelait MakerBlocks, qui était des solutions puis que malheureusement, ça n'a pas fonctionné, on fait faillite. J'avoue que mon réflexe premier, c'est j'aurais besoin de comprendre, c'est-tu fabriqué ici, c'est-tu fabriqué en Chine, es-tu sûr de ta chaîne de montage, comme ça fonctionne? T'sais, la technologie, y a-tu une incertitude ou t'es béton? Donc, pour le prochain pitch qu'on écoute à l'instant, c'est le coup de cœur de Dominique Gagnon qui s'appelle Vadimap. Bonjour, je m'appelle Jérémy Boucher, PDG cofondateur de Vadimap. Imaginez le défi de McDonald's d'atteindre ses cibles net zéro pour 40 000 bâtiments d'ici 2050, avec différentes localisations, réglementations, contexte énergétique. C'est pour ça qu'on a créé Vadimap, une solution propulsée par l'intelligence artificielle qui simplifie la feuille de route de décarbonation énergétique des entreprises avec portefeuille de bâtiments. Notre plateforme permet à McDonald's d'automatiquement comparer plus de 1000 scénarios de décarbonation possibles et de trouver le scénario optimal pour chacun de ces bâtiments. On fait les choses en heures plutôt qu'en mois pour 75 % moins cher. Avec un abonnement à 3 350 par bâtiment, McDonald's prend maintenant les bonnes décisions et année après année comprend l'impact des nouvelles technologies sur le marché et toutes les complexités de la transition énergétique. Pourquoi je connais si bien McDonald's? C'est notre client et notre plateforme a conçu leur premier restaurant net zéro canadien. On est Vadimap et on lève une ronde de financement de 2 millions d'amorçage. Merci. Richard, t'en penses quoi de Vadimap? Un excellent pitch, honnêtement. C'est dans tous les pitchs qu'on a vus, des projets d'entreprise sont excellents, mais celui-là, pour moi, il est parfait. Clientèle très nichée, secteur très spécifique. Ses clients sont clairs. Un gros client. Un gros client majeur à référer. Bref, côté pitch, c'est mon coup de cœur de tous les pitchs que j'ai entendus jusqu'à maintenant. Je suis d'accord. Puis, tu sais, c'est vraiment la force d'avoir une niche.
Tu as vraiment Tout à fait. tu n'essaies pas de faire plaisir à tout le monde. Tu as un problème, un gros client. Puis, tu sais, j'ai écouté au début son pitch, j'étais comme, tu sais, il avait l'air un peu, tu sais, sans calisser, là. C'était comme, il jasait, mais le contenu était là. Au final, peu importe l'intonation de ta voix, si tu as un bon delivery, si le contenu est là, ton pitch, en 1 minute, moi, j'avoue que j'investirais au terme de ça. C'était la décarbonation, c'est pas sexy pantoute. Tu n'as pas besoin d'avoir une solution, mais c'est comme, OK, je comprends ce que tu fais, je comprends le potentiel, puis tu as déjà ta feuille de route, go for it, my man. Moi, je pense exactement comme vous. La question ou la réponse à laquelle j'avais pas la réponse, la question à laquelle j'avais pas la réponse, c'est, il dit ça coûte 3 500 $ par mois, par année, par bâtiment. OK, mais ça coûte combien de ne pas l'avoir, cette solution-là? Puis c'est là que je me suis dit, est-ce que c'est bien beau, McDo, OK, c'est un projet fort, c'est une chose, mais est-ce que la moyenne des ours, là, des propriétaires de bâtiments, ils économisent en te payant 3 500 $? J'aurais aimé ça, ce qu'ils nous disent, parce que je ne connais pas le domaine, mais qu'ils nous disent, honnêtement, on fait économiser 5 000 $ par année, on fait économiser 10 000 $ par année. Ben, il disait, tu sais, 75 % moins cher dans son pitch. Ça, bon, c'est un peu vague. L'autre chose que je me pose dans ce créneau-là, c'est qu'une fois que tu as décarboné un immeuble, une fois que tu es, mettons, empreinte zéro, ben, tu n'en as plus besoin du logiciel. Ça, c'est 1 an, 2 ans. Tu sais, quand tu rentres en mode rénovation, tu fais tes plans, tu sais, dessus, habituellement, un B2B SaaS, qu'on appelle un logiciel B2B, tu vas être là 10 ans, 15 ans. Une fois que tu es installé, tu ne bouges plus. Mais là, on s'entend que vous êtes sévères, les gars. C'est un pitch d'1 minute, mais tu sais, c'est le genre de... On aurait dû avoir toutes ces réponses-là. Mais c'est le genre de pitch que, tu sais, souvent, là, la portion elevator pitch ou la portion très courte, c'est dans le fond, c'est tu veux provoquer une prochaine rencontre avec ces gens-là. C'est clair que le pitch de Vadimap, c'est comme, OK, je donne mon numéro de téléphone, je dis, regarde, on prend un rendez-vous, je veux comprendre ce qui se passe, parce que tous les morceaux étaient là. Ben écoute, c'est un très bon... merci de nous ramener. Par Richard. Écoute, Non, je ne gronde pas, mais là, j'aime pas ton attitude. C'est parfait. Là. Vous nous avez demandé « Know what you wish for hein, », c'est ça? Vous savez ce que vous avez signé, les dérangeants comme juge. Le dernier pitch, en fait, c'était mon coup de cœur à moi. On écoute ça à l'instant. Versatile. Pardonnez-moi, Seigneur, car j'ai péché depuis 20 ans. J'utilise ma créativité en tant que réalisateur en cinéma et en télévision. Mais pour ma rédemption, j'ai décidé maintenant d'utiliser ma créativité pour trouver une solution à la deuxième industrie la plus polluante au monde, soit l'industrie textile. Juste au Québec, on enfouit et on brûle plus de 133 000 tonnes de déchets textiles par année. C'est pourquoi j'ai créé Versatile. Chez Versatile, on broie les textiles en fin copeaux pour les recoller ensemble avec une colle écologique qu'on a développée. Le but étant non pas de faire d'autres textiles ou d'autres vêtements, mais bien d'autres produits qui utilisent la qualité des textiles. Notre premier produit est un panneau acoustique design qui améliore l'aspect visuel d'une pièce et son acoustique. Sa qualité d'absorption sonore est aussi bonne ou sinon meilleure que ce qui se fait sur le marché actuel. Notre procédé de fabrication nous permet de mouler pratiquement n'importe quelle forme. C'est pourquoi je prie et travaille à chaque jour pour que nous puissions développer d'autres produits innovants pour réduire les déchets textiles. Amen. Bon, vu que c'était mon coup de cœur, je vais me lancer en premier. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est ce qu'on appelle une application de technologie concrète. Le gars, il peut prendre la textile, il y a une application technologique, là, il dit, j'ai une solution, maintenant, il faut que je trouve un domaine où est-ce que des applications de marché. Là, dans le fond, il dit, c'est bien beau récupérer du textile dans le monde, mais si tu ne peux pas en rien en faire, tu vas te faire des routes avec ça, tu vas te faire des pneus. Il dit non, des panneaux acoustiques. Je suis comme, OK, j'ai bien aimé le processus de économie circulaire, réutilisation, panneaux acoustiques. J'ai été les voir, les panneaux sont vraiment beaux. Puis ça a de la gueule et ça fonctionne super bien. Le pitch, somme toute, assez humoristique, ça passe toujours super bien. Amen, j'ai pêché. Puis le fait au complet. C'était pas genre l'assumé humoristique puis après ça rien. En fait, il a joué la thématique à fond. Ouais, ça passe. On se souvient de ça. Exact. Fait que moi, je suis comme ça, c'est gagnant. Quand tu l'assumes, quand c'est bien fait, naturellement. Toi, Carlo, notre story short? Ben moi, je me demande, moi je suis plus tout le temps dans le modèle d'affaires, mais je me demande encore là, dans ce modèle d'économie circulaire-là, de prendre les déchets des uns pour en faire un produit. Ce déchet-là, il coûte combien à qui? T'sais, parce que encore là, c'est. Puis tu sais, on notera, puis ça, ce n'est que positif. 4 des 6 projets ont une cause environnementale. C'est vrai. C'est extraordinaire. Puis en même temps, c'est leur plus grand défi parce que ça ne coûte rien polluer.
sais, fait que tu essaies de réduire la pollution, mais tu n'as pas de gain économique à réduire la pollution 9 fois sur 10. Moi, je suis pour la taxe carbone, ce type d'incitatif-là qui fait que ça se reflète dans le prix du produit. Fait que quand ça ne l'est pas, l'enjeu est de dire qu'il faut qu'on soit ultra rentable, puis en plus, on est bon pour l'environnement. Et non, être bon pour l'environnement ne fait pas que tu es rentable. Fait que, mais je suis pour le produit. Je ne suis pas sûr, il manque d'informations. Là, je ne veux pas que tu me chicanes avec ça. Là. Juste un pitch d'une minute, je comprends. Il manque d'informations. Mais je ne peux que vanter cette visée environnementale-là que les futurs entrepreneurs ont. Toi, Richard? Moi, ça m'a questionné aussi. C'est beaucoup plus sur combien ça coûte son mur versus un mur existant. Ouais. Puis il y a des solutions de plus en plus alternatives au niveau du recyclage de tissus. Il y a maintenant des champignons qui sont capables de manger, tout simplement, de digérer les tissus et de faire du compost. Est-ce que c'est plus efficace de récupérer le textile versus faire un panneau acoustique? Bref, j'ai des questions beaucoup par rapport à d'autres solutions alternatives au niveau de la circularité. Mais cela dit, produit intéressant exportable. Moi, long story short, c'était 6 excellents pitchs. Ouais. Je pense que... Oui, puis c'est vrai qu'on est critique parce que c'est le but de l'épisode aujourd'hui. On parle d'elevator pitch, tout ça. Mais ils sont extraordinaires. Moi, j'admire les entrepreneurs en général. Puis, tu sais, ils se lancent dans des nouveaux produits. Il y en a que c'est des innovations scientifiques. Je veux dire, je me vois même pas faire ça moi-même. Tu sais, c'est beau ce qu'ils ont fait, là. Puis leur futur est sûrement très positif. J'ai interrompu, mais je peux pas avoir l'air du bougon de la place. On met les sites web de chaque entreprise en description d'épisode. N'hésitez pas à aller les voir, à aller les encourager. Achetez-les, les panneaux acoustiques. Bien, s'ils sont prêts, fait. S'il n'y a pas d'autres solutions plus abordables, comme disait Richard. C'est déjà tout, en fait, pour s'être fait plaisir comme ça, avec 6 bons pitchs. Je pense qu'on va refaire l'expérience. Merci à Startup Montréal de nous avoir invités. Ça me fait plaisir. Merci pour le temps d'antenne que vous donnez à nos entrepreneurs. Comme je le disais tantôt, le elevator pitch, c'est souvent de provoquer des discussions, des échanges, des rencontres. Fait que là, on en a 6. Donc, si vous êtes à l'écoute, mais allez rencontrer ces entrepreneurs-là. Qui sait, vous êtes peut-être l'élément déclencheur qui va faire en sorte qu'ils vont passer à la prochaine étape. Qu'est-ce qui attend Startup Montréal pour 2024? Grosse année pour 2024. On est en pleine transition. On part d'un mandat purement montréalais, un mandat pan-québécois. Et on va mettre beaucoup de focus sur la commercialisation de nos entreprises vers l'international. En fait, on va commencer à s'attaquer aux différentes problématiques que je vous mentionnais en début d'émission. Donc, commencer à mettre des actions concrètes avec les incubateurs, accélérateurs, mais aussi mettre notre système davantage au service de nos entrepreneurs. Non, puis Dieu sait qu'on en a besoin. En fait, si des startups, des jeunes entreprises veulent bénéficier de Startup Montréal, comment ils font? Là, actuellement, on termine l'application des Bourses Plus. Okay. Venez sur notre site web. On a des gens qui peuvent les aider à faire de l'aiguillage, participer à nos événements, nous suivre sur les médias sociaux. Il y a beaucoup d'actualités qui s'en viennent, particulièrement en 2024 avec toutes les transformations qu'on va faire. Richard Chénier, merci énormément. Merci à vous deux. C'était un plaisir. Carlo Coccaro. Étienne. Écoute, Étienne Crevier à l'animation qui vous dit un grand merci. Comme à chaque fois, vous pouvez nous suivre, que ce soit sur les plateformes de balado, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Également, n'hésitez pas d'aller voir notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir les pitchs en live, même si c'est un peu sombre. En fait, ça vaut la peine. Et abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer aucun des épisodes des Dérangeants. Et c'est Étienne Crevier qui vous dit à la semaine prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!